Hello, everybody. So happy to see you once again for our coffee, for our Marxist coffee. And you're so many today, so I'm so happy to see you. And thank you for coming to listen to this conference to George Gastow. What? It is not finished. All these baratin in Globish. I do not understand one word of what you say. Je me suis trompée. C'est parce qu'il y a tellement de monde que je me suis cru, vous savez, dans ces grands colloques parisiens, dans ces grandes conférences, où se retrouvent tous les grands historiens, les philosophes, qui ne s'expriment qu'en anglais. Parce qu'en français, ça fait plouc. C'est la langue des ploucs, c'est la nôtre. Et donc, elle est aux trois quarts, effectivement, moribonde. Cette langue qui, contrairement à ce que pensent malheureusement bien des gens, ne fut pas qu'une langue de conquête impérialiste, mais au contraire, une langue riche de combats, tout comme le drapeau tricolore, que d'aucuns rejettent, ou notre hymne national. Mettez juste un mot sur l'hymne national, la Marseillaise. La Marseillaise, tout le monde le sait, c'est le symbole de la Révolution française. Mais elle fut aussi l'hymne le plus connu et le plus chanté dans le monde entier. En 1848, elle était devenue, au moment de la grande poussée révolutionnaire de 1948, le chant de ralliement de tous les héros de la liberté. Pendant la période tsariste en Russie, ceux qui la chantaient étaient envoyés dans les bagnes de Sibérie. En revanche, en 1917, elle est devenue, pendant un temps court certes, mais elle est devenue l'hymne des bolcheviks avant que ça ne devienne l'international. En 1918, elle a été chantée dans les révolutions allemandes et hongroises comme signe de ralliement, encore une fois. Et enfin, je terminerai là-dessus, elle a été chantée aussi en 1931 lors de la proclamation de la République espagnole. Donc, c'est bien la preuve de ce dont Georges parlera tout à l'heure, du patriotisme républicain et de l'internationalisme prolétarien. Ça, la Marseillaise, franchement, c'est quelque chose. Juste, attends, je voulais rajouter une petite chose quand même pour tous ceux qui croient encore que quand on chante qu'un sang impur abreuve nos sillons, non, ce n'est pas un chant xénophobe. Il ne s'agit absolument pas, comme le croient d'aucuns, du sang des étrangers, bien au contraire. Quand on relit les textes, quand on relit les lettres des volontaires de la patrie à l'époque, ce sang impur qui doit abreuver les sillons, c'est celui des aristocrates qui se prétendaient sang pur, qui avaient trahi leur patrie, qui étaient partis à l'étranger, à Coblence, se mettre à la tête de troupes étrangères pour venir écraser la Révolution française, Paris évidemment symbole révolutionnaire, ça ne l'est plus, et pour venir écraser cette révolution dont les principes étaient liberté, égalité. Alors dans le temps, les gens ils savaient ça, on apprenait ça à l'école. Maintenant, Walou, plus personne ne sait rien, la casse des sciences sociales, des sciences humaines, voilà, je ne parle même pas des autres, entraîne des croyances qui n'ont plus rien à voir avec le savoir. Et si la Marseillaise est devenue pour beaucoup de gens un symbole d'Hécatie, puisque la liberté et l'égalité ne sont plus que des vains mots dans notre pays d'ores et déjà, eh bien non, c'est à nous au contraire de refaire, de recréer tous ces liens. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps cette fois-ci, contrairement à ce qu'a écrit un jeune critique sur le dernier YouTube de Victor Sarkis, je ne suis pas commissaire politique, jeune homme. Voilà, je n'en ai pas les capacités. Non mais tu vois un peu, je n'en ai pas les capacités et surtout je n'en ai pas la prétention. En effet, je dis ça parce que je pense à tous ces commissaires politiques qui, en Union soviétique, furent les premiers à être massacrés par les hordes hitlériennes dès 1941. Dès qu'ils sont arrivés, c'est eux qu'ils ont choisi. Eh bien, je leur rends hommage et je n'ai pas cette prétention à être quelqu'un comme ça. Moi, ici, je ne suis que la modeste organisatrice ou désorganisatrice, comme vous voulez, de ces cafés conviviaux, voilà, qui sont vraiment sympathiques à suivre en vrai. Derrière un écran, quand on est loin, je le comprends, mais quand on est dans la région parisienne, n'hésitez pas à venir parce que après la conférence, il y a toujours un moment d'échange, de partage.
que nous ne filmons pas pour ne pas surcharger nos vidéos. Je voudrais, j'en profite, voilà, pour remercier le café Le Spoutnik, rue de la Butte aux Cailles, qui nous reçoit, merci, qui nous reçoit ici tout à fait gentiment, puisqu'ils sont fermés le samedi et qu'ils ouvrent pour nous permettre de faire effectivement ces cafés. Parce que ne croyez pas que ce soit si facile que cela de trouver un lieu où faire des conférences marxistes. C'est ni dans les gares, jeune homme, ni dans les aérogares. Voilà. Dès qu'on dit qu'on est marxiste, c'est fini, plus personne ne nous veut. Donc on les remercie d'autant plus. Je voudrais vous annoncer vite fait les 2 prochains cafés qui vont avoir lieu le 22 janvier et le 12 février donc 2022. Le 22 janvier, c'est Fadi Kassem et moi-même qui vous parlerons de la République. Alors j'aborderai, non pas en tant que commissaire politique, mais en tant qu'historienne, la partie historique, justement, la naissance de la première République, cette République totalement contournée dans les programmes d'histoire, maintenant, voilà, en classe, au nid évidemment des politiques, puisque c'est l'horrible Jacobine centralisatrice. Il est temps quand même de rétablir quelques réalités à ce propos. Fadi Kassem, lui, vous parlera dans un deuxième temps de la destruction programmée de notre République afin d'effacer l'esprit révolutionnaire si gaulois de ces révolutionnaires, de ces Français, voilà, ces institutions pas trop égalitaires et ces valeurs tombées en désuétude que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Dans un troisième temps, donc le 12 février 2022, vous retrouverez Georges Gastaut et Fadi Kassem qui viendront vous démontrer que dans cette volonté d'étrangler la gueule, comme on le disait dans le temps, en fait ce n'est qu'une fascisation déguisée. Enfin, je dis déguisée, elle n'est pas déguisée du tout aujourd'hui, elle est carrément accélérée. Et ils insisteront donc sur la nécessité de rallier le peuple autour d'une véritable alternative rouge et tricolore qui nous sort de cette mortifère propagande de droite et d'extrême droite où on n'a plus que ça. On sait déjà qui va être élu, c'est même pas la peine de se déplacer. Voilà. Je vais donc laisser maintenant la place à Georges Gastaut qui va vous parler effectivement de ce linguicide auquel nous assistons depuis des années. Quand on pense au niveau abyssal où on est arrivé l'apprentissage de la langue française, orthographe, grammaire, scène, 4 lignes, 9 fautes d'orthographe, vous pourrez regarder sur internet. On se dit qu'il est temps de se réapproprier cet essentiel moyen de lutte, le langage, la langue. Écoutez, partout en bas, tout est en anglais. Et la musique anglaise dans les... j'étais contente en arrivant tout à l'heure au Spoutnik, c'était que des chansons françaises. Voilà, il n'y a pas de musique anglaise. Sinon, il n'y a que ça. Les pubs sont en anglais, enfin, tout est en anglais. Le Navigo Easy, c'est devenu plutôt que le Pass Navigo. Bon, bref. Voilà, en fait, l'anglais qui nous est imposé, malheureusement, ce n'est pas la langue de Shakespeare, ce serait bien trop beau. C'est la langue du peuple, des affaires dont le petit peuple est évidemment exclu. Donc la langue, c'est un problème éminemment politique. Alors ce n'est pas qu'un moyen de communication, je l'ai déjà dit, c'est un mode de pensée. Voilà, donc outre le linguicide, Georges vous parlera de la dialectique que j'ai rapidement abordé au début, patriotisme républicain et internationalisme prolétarien, et la renaissance du matérialisme dialectique. Donc ce sont des chantiers essentiels pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste. Un petit peu de publicité, comme d'habitude, je vous recommanderais... Alors, on n'a pas de chance, on devait l'avoir hier, on ne l'a pas eu, on l'aura donc la semaine prochaine. Voici le futur cahier de philo d'étincelles qui arrive donc là, on l'aura dans nos mains la semaine prochaine. Attention, c'est pas juste un petit dessin là, parce que les images que vous voyez sur le côté donc de la partie noire là, avec des formes triangulaires colorées, c'est la gravité quantique à boucle. J'espère que ça parle à certains d'entre vous. Et au centre ici, on voit donc une représentation du grand rebond et de la création des divers éléments qui composent l'univers jusqu'à la création des planètes qu'on voit ici au milieu et tout en haut donc l'apparition de l'homme. Et au-dessus, voilà, regardez les 3 couleurs, le fil blanc, bleu, rouge de son histoire et de son avenir, puisque la partie rouge part en s'évasant vers le futur. Voilà, c'est pour ce cahier d'étincelles. Pour ceux qui sont intéressés, celui-là n'est pas encore là, mais vous aurez possibilité de le commander la semaine prochaine.
Et pour les autres, il y a des étincelles qui sont là-bas, des cahiers d'étincelles qui sont là-bas. Et vous avez aussi en particulier ici, donc, où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis. Donc, et bien voilà. Et dont je vous recommande évidemment la lecture. Les étincelles, voilà, un spécial histoire pour vous donner une idée quand même de l'épaisseur. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec Georges Gastaud qui va vous parler de tout cela. Et je vous remercie encore une fois, et cette fois-ci en français, d'être venus nombreux pour l'écouter. Merci à vous. Bon, eh bien, d'abord, merci d'avoir fait le déplacement. Merci au Spoutnik de nous accueillir. J'espère qu'un jour, nous y entendrons Fadi et son petit garçon Yuri. Parce que Yuri, dans un Spoutnik, je trouve qu'on sera tout à fait dans le ton. Alors, je voulais aujourd'hui principalement vous parler effectivement de la reconquête de l'hégémonie culturelle, notion qui a été travaillée, comme vous le savez, je pense tous, par le marxiste russe, italien, Antonio Gramsci, à savoir donc cette idée que pour que la classe dominante puisse dominer de façon durable, il ne lui faut pas simplement évidemment des moyens de coercition physique, l'armée, la police et ainsi de suite, mais il faut aussi qu'elle trouve les moyens d'imposer le consentement à ce qu'elle fait. L'hégémonie culturelle, c'est la construction du consentement des couches populaires à leur exploitation. Jusqu'ici, cette hégémonie, évidemment, a été largement aux mains des classes dominantes qui ont tous les moyens, évidemment, pour pouvoir l'imposer. Déjà Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, faisaient observer que les pensées dominantes dans une société divisée en classes sont nécessairement les pensées de la classe dominante, puisque la classe qui possède, ajoutent Engels et Marx, les moyens de production matérielle, possède aussi du même coup les moyens de production spirituelle. Et c'est encore plus vrai à notre époque avec les médias, les réseaux sociaux et ainsi de suite, qui sont discrètement ou de façon brutale aux mains des grands capitalistes. Et donc, nous sommes dans une période où cette hégémonie culturelle réactionnaire est particulièrement forte. Il y a 30 ans tout juste même, c'était la fin de l'Union soviétique, la fin officielle de l'Union soviétique. Le drapeau rouge était abattu, affalé sur le Kremlin, et il était remplacé par le drapeau qui flotte actuellement, le drapeau nationaliste, si vous voulez, de la Russie. Et certains nous disaient alors que c'était une grande époque de l'histoire de l'humanité qui s'ouvrait, et qu'avec la mort du communisme, on assisterait à la fin heureuse de l'histoire, que l'on assisterait donc à une période de triomphe de la démocratie, de l'état de droit, de l'économie de marché, de tous ses bienfaits dans toute la planète, de la mondialisation heureuse, pour parler comme M. Alain Minck. Bon, on voit aujourd'hui effectivement ce qui s'est passé, on mesure mieux ce que seuls certains d'entre nous disaient à l'époque, et dans un brouhaha où ils étaient très difficiles à entendre, à savoir que cette transformation de la Russie de pays soviétique en pays anti-soviétique était une catastrophe non seulement pour les travailleurs soviétiques ou russes, mais qu'elle était une catastrophe pour le rapport des forces mondiales entre le camp du travail et le camp du capital, entre le camp des peuples et le camp de l'impérialisme. L'évangile que j'aime souvent citer, parce que c'est un texte bien plus matérialiste qu'on ne croit, et même par certains aspects assez dialectiques, dit « Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits ». Eh bien, les fruits, nous les goûtons aujourd'hui. Les fruits de cette contre-révolution, nous les goûtons, et ils sont particulièrement amers, amers pour les peuples de l'ex-Union soviétique, dont on voit quand on les sonde qu'en réalité, y compris chez les jeunes, ils regrettent amèrement les acquis du socialisme, y compris chez toutes sortes de peuples dans le tiers-monde en particulier, qui n'ont plus ce rempart qu'était l'Union soviétique dans la défense de leurs intérêts nationaux, de leurs intérêts sociaux, et aussi, puisqu'on parle beaucoup, et à juste raison, du problème féminin à l'heure actuelle, dans la bataille pour l'émancipation féminine, car évidemment, ce n'est pas un hasard que la chute de l'Union soviétique se soit effectuée au moment même où les États-Unis, les Occidentaux d'une façon générale,
poussait à la victoire des forces les plus réactionnaires, notamment en Afghanistan, avec tout ce qui s'est passé derrière, hein, puisqu'il ne faut pas voir la situation des femmes uniquement à l'échelle des pays occidentaux, il faut la voir à l'échelle planétaire. Et de ce point de vue-là, on n'aurait jamais pensé, il y a une trentaine d'années, qu'on en soit à faire tomber, par exemple, le droit à l'IVG en Pologne, qui était encore à l'époque un pays se réclamant du socialisme, pour ne prendre qu'un simple exemple. Donc, comment faire pour combattre cette hégémonie culturelle négative, réactionnaire, qui s'est emparée donc des peuples, qui s'est emparée du monde, de l'Europe en particulier, et de la France de façon peut-être encore plus saisissante. À l'époque, avec mes camarades, lorsque nous fondions pour défendre les communistes allemands, est-allemands, qui étaient alors persécutés par les grands réunificateurs, hein, ceux qui avaient promis la liberté, le pluralisme et ainsi de suite, et qui ont commencé par virer de la fonction publique en RDA des centaines de milliers de fonctionnaires, par supprimer les droits à la retraite de tous les fonctionnaires d'État de RDA, de les mettre au minimum vital du jour au lendemain, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une revanche de classe. Eh bien, lorsque nous avons donc fondé ce comité Honecker de solidarité internationale, nous disions que les liens entre la Révolution française, certes bourgeoise, mais bourgeoise démocratique, c'est la question du jacobinisme, et la Révolution russe, la Révolution bolchevique en particulier, que ces liens historiques étaient si forts qu'on ne pouvait pas imaginer que la Révolution bolchevique soit ébranlée sans que la Révolution française ne subisse le contre-choc. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui de la façon la plus nette et la plus brutale dans une période marquée par ce que nous, au pôle de Renaissance communiste, nous appelons l'eurodislocation du pays sur tous les terrains, services publics disloqués, une grande industrie délocalisée avec un déclassement massif des ouvriers industriels, destruction, disons, de toutes sortes de fondamentaux de notre pays, par exemple la République indivisible qui cède la place très rapidement à ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte girondin, c'est-à-dire au fond à la mise en concurrence des régions françaises les unes avec les autres sur la base du moins-disant social, et on n'a encore rien vu de ce point de vue. Donc, d'une façon globale, on a affaire à cette chose-là. Et puis, pour finir, surtout, pour ajouter une cerise très aigre, très noire, hein, sur ce gâteau déjà peu ragoûtant, il y a aussi ce que nous appelons la fascisation. Lorsqu'il y a encore une dizaine d'années, nous disions que des éléments de fascisation se dessinaient en Europe, et en France, on nous riait étonné en nous disant « mais qu'est-ce que vous racontez ?» Enfin bref, où sont les SS marchant à pas cadencés dans les rues, etc. Où sont les extrémistes de droite menaçant de s'emparer du pays, et ainsi de suite. Alors, bien sûr que la fascisation, ce n'est pas le fascisme achevé, ce n'est que le processus de dégénérescence de la démocratie bourgeoise elle-même, lorsqu'elle est aux prises avec des contradictions croissantes, et que, elle va vers des solutions de plus en plus brutales à l'encontre du peuple. Parce que, précisément quoi ? Eh bien, parce que le consentement est en crise. Tant que le consentement autour des institutions bourgeoises n'est pas ébranlé, eh bien, la fascisation n'est pas utile. Mais lorsque ce consentement, et c'est le cas aujourd'hui, est de plus en plus ébranlé, eh bien, on les voit ressortir de leur trou. Les gens qui avaient été complètement marginalisés en 1945 par la victoire de l'Union soviétique à l'échelle internationale, par la défaite de Hitler, et chez nous, par la montée du Parti communiste français, qui, je vous le rappelle, bordurait les 30% des voix en 1946, et avec une CGT qui alors comportait jusqu'à 5 millions d'adhérents. Voilà, à cette époque-là, évidemment, les fascistes se tairaient. Et au contraire, eh bien, les communistes étaient à l'offensive. C'était l'époque du Conseil national de la résistance, celle où, effectivement, à partir de là, nous avons eu les plus grandes avancées sociales de notre histoire, la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, dont peu de gens savent qu'il est l'ouvrage de Maurice Thorez, alors ministre d'État, de même que Thorez est également le signataire du statut des mineurs, de même que Ambroise Croizat, qui était alors ministre du Travail, je dirais même ministre des Travailleurs, hein,
instituer non seulement la Sécu, comme je viens de le dire, mais les retraites par répartition, qui sont aujourd'hui très attaquées, mais le Code du travail protecteur tel que Macron et avant lui El Khomri et Hollande l'ont également fortement agressé, érodé, cassé, et je passe, et les conventions collectives qui ont été généralisées aussi en 1945-47, ou le statut des travailleurs d'EDF, qui était un statut modèle institué par Marcel Paul, ministre communiste de l'époque, tout juste sorti du camp de quoi donc de Buchenwald. Voilà, du camp de Buchenwald. Merci Annie. Et donc effectivement, on voit que dans un certain sens, la construction européenne, ce qu'on appelle la construction européenne aujourd'hui, et que moi j'appellerais plutôt la construction euro-atlantique, parce qu'il ne faut pas la couper du versant transatlantique et de la tutelle américaine qui n'a cessé de peser sur elle, comme le montrent les ouvrages de Annie Lacroix ici présente, donc qui n'ont jamais cessé de s'exercer, bien longtemps d'ailleurs avant le traité de Maastricht. Effectivement, face à ce tableau très sombre, comment faire, c'est ça la question, pour combattre cette hégémonie culturelle qui aujourd'hui a inversé en quelque sorte la donne, après notamment la chute de l'Union soviétique. On n'a plus eu affaire à ce que j'appellerais le compromis historique de Stalingrad, j'emploie un mot au sens large du terme. Qu'est-ce que c'était ce compromis ? Eh bien, c'était celui qui résultait du fait que les communistes n'avaient pas encore la force à l'échelle mondiale et à l'échelle française de renverser complètement le capitalisme. C'est une question de rapport des forces. Mais que de notre côté, eh bien, le capitalisme mondial et le capitalisme français ne pouvaient pas ignorer non plus leur force, la force des communistes. Et qu'ils étaient bien obligés de faire des concessions, quitte à vouloir bien sûr les reprendre, ce qui a été constamment le cas après 1947, lors du départ des ministres communistes. Néanmoins, à cette époque, eh bien, les communistes, en gros, faisaient partie du, comment dirais-je, imaginairement d'une espèce d'arc culturel antifasciste. Je dis bien culturel. Je ne parle pas des gouvernements, des équations gouvernementales qui ont été mises en place à ce niveau-là. Et je parle plutôt à l'échelle globale, à l'échelle même européenne et mondiale. Tandis qu'à notre époque, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est que de voir ce qui s'est passé au Parlement européen le 16 septembre, si je me souviens bien, le 19, je dis toujours le 16, le 19 septembre 2019, lorsque les députés européens, à l'exception, pour ce qui est des Français, des députés insoumis, je le dis toujours par honnêteté intellectuelle, ont voté une résolution qui met sur le même plan l'Union soviétique et le Troisième Reich, qui met sur le même plan les fascistes et les communistes sous le nom de totalitarisme, et qui, d'une manière plus directe encore, valide les persécutions contre les partis communistes dans les pays de l'Est, comme en Pologne, par exemple. C'est dans la résolution votée à cette époque-là. Et pour finir, appelle à demi-mot à interdire les symboles, c'est comme ça qu'il parle, les symboles du communisme totalitaire sur tout le territoire de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que les symboles du communisme totalitaire ? Eh bien, c'est en réalité le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau, c'est-à-dire de l'emblème ouvrier et paysan. Voilà où l'on en est. Et le plus triste, c'est effectivement le fait que, pratiquement, il n'y a pas eu de protestation, que, par exemple, les Verts ont voté ça, et ça ne les a pas gênés de voter ça avec Jordan Bardella, eurodéputé du Front National, de voter ça avec Valérie Loiseau, eurodéputée de la République En Marche, plus exactement de Renew Europe, puisque bon, c'est comme ça que ça s'appelle ce groupe à l'heure actuelle, et tout à l'avenant les socialistes aussi, en tête Raphaël Glucksmann. Voilà, donc c'est un arc qui marginalise les communistes, qui les met au même niveau que les fascistes et les nazis, et qui du même coup, en réalité, réalise une sorte de fausse équation, ne serait-ce que d'un point de vue purement mécanique. Parce que lorsqu'on a une équation où, au départ, en 1945, on a les communistes ici et les fascistes là, et qu'on dit communiste égale nazi, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, certes, on fait baisser les communistes. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi ? Ce n'est pas la peine ici que je vous fasse un dessin. C'est une écluse, en quelque sorte, qui marche de telle façon qu'elle réhabilite les fascistes
les nazis, et qu'actuellement, eh bien, on voit les Verts allemands, tenez-vous bien, qui viennent d'accéder au gouvernement, qui sont en position de force dans le gouvernement, puisqu'ils ont les ministères régaliens, en particulier de l'armée et de la défense, des affaires étrangères, hein, qui demandent maintenant carrément, toute honte bue, sans se rendre compte, peut-être même, ou alors s'ils s'en rendent compte, c'est encore plus grave. Là, ils ne méritent plus le nom de Vert, mais de Vert de gris, carrément, comme on disait pendant l'occupation, que l'Ukraine soit donc rattachée à l'Union européenne et à l'OTAN. L'Ukraine, dont les gouvernants sont notoirement des sympathisants nazis, hein, qui s'honorent l'Ukraine d'avoir un Parlement dont le Parti communiste a été exclu. Tous les députés communistes ont été purgés du Parlement ukrainien actuel. Et, tenez-vous bien, le président du Parlement est, très officiellement, c'est pas moi qui fais de la polémique, c'est un fait, et a été le fondateur du parti, ça s'appelle comme ça, national-socialiste ukrainien. Et voilà ce que les Verts allemands veulent faire entrer dans l'Union européenne. Et quand je dis les Verts allemands, ils ne sont pas tout seuls, parce que leurs petits camarades français ne valent pas plus cher. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait la navette en permanence entre les deux, et qui s'appelle M. Daniel Cohn-Bendit, lequel, depuis 1968, n'a cessé d'exercer ses talents d'anticommuniste en chef. Voilà. D'idéologue, de, comment dirais-je, chevaux légers de l'hégémonie culturelle anti-fasciste, si j'ose dire. Hein, voilà. Alors, il nous faut combattre tout cela, bien évidemment, et ici, mon propos est de donner quelques outils pour combattre toute cette hégémonie absolument délétère, dont l'arrière-plan est la dislocation européenne de la France, la fascisation de la France et de l'Europe, hein, ça ne se conçoit pas séparément, et surtout, à l'arrière-plan, la marche à la guerre impérialiste mondiale, peut-être même à la Troisième Guerre mondiale. Regardez tous les jours, effectivement, les déclarations qui sont faites, et pas seulement les déclarations, mais les actes qui sont posés par M. Biden et ses alliés, que ce soit en mer de Chine ou que ce soit aux frontières occidentales de la Russie, que ce soit à l'encontre de la Biélorussie, que ce soit à l'encontre de la partie orientale de l'Ukraine, ils vont au choc. On dirait véritablement que de plus en plus et de jour en jour, ces gens-là vont au choc. Et ici, je vous dis simplement, et quoi que soit, je vous demande de faire bien la séparation, quelle que soit votre opinion sur le régime de Poutine en Russie, quelle que soit même votre opinion sur le régime chinois, si simplement vous avez envie de vivre, si simplement vous avez envie de défendre la paix mondiale et que vous n'avez pas envie de glisser vers une catastrophe qui pourrait être bien pire encore que les deux guerres précédentes et menacer l'existence même de l'humanité, eh bien, il nous faut combattre cette idéologie de guerre de tous les instants qui diabolise la Chine, qui diabolise la Russie et qui fait sortir, disons, de notre horizon sans arrêt le minimum d'esprit critique qui nous permet, comme on dit, comme disent les braves gens, d'en prendre et d'en laisser, et en tout cas de ne pas marcher comme des petits soldats dans une nouvelle union sacrée qui peut amener des millions, voire des milliards de morts si on laisse les capitalistes aller jusqu'au bout de cette folie. Hein. Donc il me semble que c'est cet arrière-plan qui est présent. Alors vous voyez que nous sommes nombreux, mais peu nombreux aussi en même temps pour tout cela, et que le travail est quand même très important. Alors quels sont les outils sur lesquels je voudrais un peu insister pour que nous puissions combattre tout cela? Il y en a beaucoup. Il y a les outils de l'histoire en particulier, mais je n'en traiterai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas mon fort et ma spécialité, et qu'il y a ici des personnes plus compétentes que moi en la matière. Moi, j'insisterai plutôt d'abord sur l'arme philosophique, l'outil philosophique, et notamment sur l'outil du matérialisme dialectique. Je parlerai ensuite de la nécessité sur cette base d'utiliser bien justement cette arme de la dialectique sur le terrain politique, et notamment en dialectisant et non pas en opposant sommairement, comme le font à la fois les gauchistes et les fascistes, de façon symétrique, en miroir en quelque sorte, en inversant les signes simplement, les notions de patriotisme et d'internationalisme. Et je montrerai qu'en fait ces deux notions sont parfaitement complémentaires à condition de les penser d'un point de vue de classe, de leur donner un contenu de classe. Je montrerai ensuite, si j'ai le temps, quel lien il
peut être fait entre l'exterminisme et la notion de contre-révolution. Je m'expliquerai plus à fond à ce moment-là sur cette idée-là, mais si j'ai le temps seulement. Et enfin, comme l'a annoncé Gilda, je dirais deux mots de quelque chose qui est peut-être de la résistance qui est peut-être la plus refoulée, la plus difficile, la plus censurée, la plus ridiculisée, la plus ringardisée, c'est-à-dire la résistance linguistique. Le fait de ne pas se laisser imposer la langue unique du grand marché transatlantique qui est en train de se mettre en place, avec des conséquences, si ça va jusqu'au bout, qui sont incalculables, y compris en termes de casse des salaires, de casse de la protection sociale. Et je voudrais montrer que cette question n'est pas donc seulement une grande question politique, mais qu'elle est aussi une grande question syndicale et une grande question sociale. Voilà. Je commence donc par... alors, si vous voulez, mon exposé aura forcément un caractère un peu bizarre d'un certain côté, parce que vous allez me reprocher de vouloir parler de trop de choses à la fois. Mais il me semble que l'avantage de cette présentation, c'est de montrer le lien entre des sujets qui sont d'habitude traités tout à fait différemment ou à des moments différents. De montrer qu'il y a entre eux un fil rouge. Et pour moi, en tout cas, puisque s'il s'agit un petit peu de mon travail philosophique, qui est censuré partout, qui n'a jamais le moindre écho nulle part. Par exemple, mon bouquin « Lumière commune », en 5 volumes, paru chez Delga, n'a eu aucune recension, nulle part. Voilà. Bon, et je pense que c'est pas parce qu'il n'est pas intéressant, c'est simplement parce qu'il est peut-être pas intéressant, mais en tout cas, je ne peux pas le savoir, puisque pour que je le sache, il faudrait au moins qu'il y ait des critiques qui disent il est mauvais, il est nul, il est bon à rien, il faut le jeter, etc. Mais au moins qu'on le lise. Rien. L'étouffoir complet, aussi bien dans les revues professionnelles que dans les journaux politiques, si l'on peut dire. Bon, donc, il me semble que c'est nécessaire, et moi, je vois une unité à travers les 3 thèmes, peut-être 4 si j'ai le temps, que je voulais développer. Le premier thème, donc, la question de ce que j'appellerais la renaissance, ou, j'aimerais employer cette expression, le grand rebond du matérialisme dialectique. J'emploie le mot grand rebond parce que c'est un mot extrêmement cher aux cosmologistes, aux spécialistes de cosmologie. Alors, il y a effectivement une dizaine d'années, je me posais la question, lorsque j'étais encore professeur dans le second degré et aussi en classe préparatoire scientifique de philosophie, je me posais la question de savoir si, après moi, il y aurait encore des gens dans ce pays qui, en terminale, parleraient à leurs élèves du matérialisme dialectique. Tellement les choses étaient cassées, tellement cet enseignement était détruit, tellement il était oblitéré, enfoui, invisible. Pire que ça, dans la petite revue, dans le vocabulaire qui était remis souvent aux élèves de terminale, qui s'appelait La philosophie de A à Z chez Hatier, un bouquin très connu, il y avait une définition du matérialisme dialectique et on disait matérialisme dialectique, déformation dogmatique du marxisme à l'initiative d'Engels et de Staline. Voilà. Bon, de la façon suivante, évidemment, il ne pouvait pas y avoir la moindre discussion sur le matérialisme dialectique. Son compte était bon, quoi, en quelque sorte, si l'on peut dire. Et évidemment, vous voyez au passage le viol de la déontologie lorsqu'il s'agit de traiter du marxisme, du communisme, et ainsi de suite. Là, il n'y a plus de déontologie. Normalement, quand on définit quelque chose, on dit ce que c'est. On dit pense si c'est bien ou si c'est mal. Je veux dire, même si je définissais l'iltérisme, je ne commencerai pas par dire que c'est une horreur finie, etc. Je commencerai par le caractériser, par dire ce que c'est, voilà son essence, et non pas un jugement de valeur, alors que là, on a d'emblée le jugement de valeur avant même que soit posée la réalité. Alors, il est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu, à l'encontre du matérialisme dialectique, disons, des attaques qui sont toujours venues de l'ennemi de classe, des milieux réactionnaires. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais il est vrai aussi que ce matérialisme dialectique, il a pu subir, disons, depuis la guerre, et même peut-être un petit peu avant, des courants contraires et qui venaient des deux sens. Il a eu à subir des déformations dogmatiques bien réelles. On ne peut pas les nier. Mais il a eu aussi, sous prétexte qu'il y avait des déformations dogmatiques, à subir quelque chose qui a été encore bien plus grave, c'est-à-dire ce que j'appellerais un révisionnisme massif. Sous prétexte qu'il y avait eu des déformations dogmatiques, eh bien on jette le bébé avec l'eau du bain,
on jette le matérialisme dialectique avec les déformations dogmatiques. On va ressortir toutes les 5 minutes l'affaire Lysenko en Union soviétique dans le domaine de la biologie. Et pour finir, eh bien, donc on flanque à la poubelle le matérialisme dialectique. Je voudrais juste ici rappeler ce que j'ai fait dans mon livre Lumière commune, que le matérialisme dialectique a commencé bien avant Marx, que c'est un courant fondamental de l'histoire de la philosophie, et que si on voulait véritablement en dater, ce qui est un peu évidemment idiot, mais enfin si on voulait donner une date, au moins un point de repère, il faudrait partir d'Héraclite. Héraclite d'Éphèse, le grand philosophe présocratique, celui dont on connaît, dont tout le monde connaît au moins la phrase qui dit que on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Voilà. Et ben, cet homme déjà nous expliquait, écoutez cette merveilleuse formule, que le monde est un feu qui s'allume et s'éteint sans cesse avec mesure. Et il ajoute, il est d'abord terre, puis mer, puis vent tourbillonnant, et les choses recommencent ainsi. Et il nous explique, donc Héraclite, en réalité, à travers telle formule, que certes tout change, et que par conséquent, les différents états de la matière, car vous avez remarqué que la mer c'est le liquide, que la terre c'est le solide, et que le vent tourbillonnant c'est évidemment l'élément gazeux, et que tout ça est brassé en quelque sorte par ce qui fait le fond commun, c'est-à-dire le feu. Aujourd'hui, on appellerait peut-être ça l'énergie, si vous voulez. Et donc, en fait, tout change, certes, mais tout change avec mesure. Avec mesure. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que Héraclite n'était pas un irrationaliste qui dit « Ah là là, c'est le bordel permanent, on ne s'y reconnaît pas, une chatte n'y reconnaîtrait pas ses petits ». Ce n'est pas ce milieu que critique Hegel, qui est un homme de concept et de logique, et non pas de fatras et de bordel mental, où toutes les vaches sont noires, comme dit Hegel. Non, les choses s'allument et s'éteignent avec mesure. Autrement dit, il y a une raison dans les choses. On peut trouver la raison des transformations et l'on peut comprendre pourquoi les changements ont lieu, de quoi ils partent, à quoi ils aboutissent, sans pour autant que soit jamais perdu, entre guillemets, la mesure. D'une façon plus ramassée encore, et d'une manière héraclitéenne qu'on n'entend pas forcément chez notre plus grand philosophe diamatérialiste de l'histoire française et francophone, j'ai nommé Lavoisier, quand il dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et rien ne se crée ni ne se perd parce que tout se transforme, justement. Et vous savez bien que quand Lavoisier, c'est le fondateur de la chimie moderne, et que quand on traite d'équations chimiques, on doit faire attention, sinon c'est qu'il y a une erreur dans la manipulation ou dans les calculs, à ce que la somme des produits soit égale à la somme des réactifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut faire des équations chimiques et que la chimie peut être mathématisée, au moins en partie. Alors, il me semble, moi, que le matérialisme dialectique est absolument indispensable. C'est un outil qu'il faut absolument se réapproprier, car c'est parce que, en grande partie, eh bien, les partis communistes, et le PCF aussi, pendant toute une période, et même avant la période officiellement datée de la mutation, a laissé tomber le matérialisme dialectique, l'a regardé de haut, qu'on a très largement privé l'hégémonie culturelle progressiste de son socle. Une hégémonie culturelle, c'est-à-dire un ensemble de moyens, de codes, etc., qui permettent effectivement à une classe sociale de mener sa lutte, de pénétrer loin dans la société et de diriger pour finir la société. Une hégémonie culturelle, évidemment, doit proposer une vision cohérente, globale, une alternative aux êtres humains. L'alternative, elle ne peut jamais être partielle. Il faut donner des réponses sur tous les terrains. Quand on veut le pouvoir dans un pays, il faut avoir un projet, et un projet global. Ça s'appelle faire de la politique. Voilà. Comment voulez-vous qu'il y ait un projet politique et un projet global si vous n'avez pas une philosophie, si vous n'avez pas un point de départ solide sur lequel vous puissiez effectivement accrocher, en quelque sorte, vos démarches, votre méthodologie, vos buts finaux, et la manière de les rattacher à la réalité présente, et de la rattacher aussi à la réalité passée. Bref, de trouver une notion que peut-être quelquefois les matérialistes ont trop négligée, le sens de ce que nous faisons.
Si nous nous intéressons à l'histoire, c'est pourquoi? Sinon pour arriver à comprendre la signification du développement social. Si nous nous intéressons à la philosophie, c'est la même chose. C'est aussi parce que, pour finir, nous voulons comprendre le sens de nos actions et faire en sorte que ce que nous faisons le mardi ne détruise pas ce que nous avons fait le lundi, et ce que nous avons fait le lundi ne détruise pas ce que nous avons fait le dimanche. Que tout cela puisse progresser, que tout cela puisse constituer, en gros, une avancée, et que, de génération en génération, eh bien, les êtres humains ne se piétinent pas les uns les autres, mais que véritablement, ils construisent leur émancipation. Voilà. Et donc, le matérialisme dialectique me paraît un élément absolument central. Pourquoi? Eh bien, je ne développerai pas longuement. Peut-être ici, certains camarades seront un peu déçus parce que je ne vais pas développer les thèmes de la dialectique de la nature spécifiquement, ou le thème de l'ontologie matérialiste, dont je pense qu'elle est absolument indispensable, mais simplement, je développerai l'idée que si vous écoutez bien le mot matérialisme dialectique, l'expression matérialisme dialectique, vous entendrez que c'est dans cette philosophie que se fait le lien entre les deux éléments les plus forts de la démarche critique, de la démarche scientifique, de la démarche rationaliste, de la démarche d'un rationalisme conséquent qui va jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien, à travers matérialisme, vous entendrez matière, vous entendrez lien avec l'observation, avec l'expérimentation, avec la pratique. La matière ne se laisse pas simplement penser, il faut la penser, mais quand on l'a pensée, elle n'en est pas moins toujours là, au début comme à la fin. Elle ne s'est pas éclipsée parce qu'on a pensé à elle. Ce n'est pas que la matière soit et la matière fut, ou que la matière ne soit pas et la matière disparaît. Elle insiste, elle est toujours là, la garce. Bon, et de la même façon, il y a le deuxième mot, dialectique, matérialisme dialectique. La dialectique, ça renvoie à la logique, ça renvoie au logos. C'est un mot qui vient du grec dialegein, qui veut dire dialoguer, et donc échanger des paroles, et donc éventuellement aussi échanger des paroles, comme il arrive souvent, dans un cadre contradictoire. Si tout le monde était d'accord, on ne dialoguerait pas. On dialogue aussi parce qu'au départ, il y a de la différence, et donc de la contradiction. Et le matérialisme dialectique, eh bien, c'est ce qui nous permet effectivement de comprendre que si l'on saisit la ligne de la contradiction quand on étudie la réalité matérielle, naturelle, dont fait partie, pour finir, la réalité sociale, la réalité historique, alors là, on va pouvoir comprendre comment il est possible que le feu d'Héraclite se développe en quelque sorte et que les choses changent selon une raison, de façon rationnelle. C'est pour cela que Georges Politzer disait que le matérialisme dialectique, c'est, disait-il, le matérialisme conséquent. Le rationalisme conséquent. C'est-à-dire la ligne de la raison qui va jusqu'au bout, qui ne recule devant rien, et qui le peut parce qu'elle pose une base solide, une base ontologique, une base portant sur l'être, qui nous dit l'être est en se développant à travers ces contradictions que l'on peut comprendre logiquement, car la dialectique ne vous dit pas « Ah là là, il y a des contradictions dans le réel, donc c'est un chaos, il n'y a rien à comprendre là-dedans, etc. » Le concept de chien n'aboie pas et le concept de contradiction peut être conçu logiquement. Et c'est tout l'objet de la grande logique de Hegel, c'est tout l'objet du travail que doivent faire les matérialistes à notre époque, en lien avec les sciences, pour faire en sorte que naisse, que se développe une grande logique matérialiste, diamatérialiste, en quelque sorte. C'est tout un travail, c'est toute une tâche, elle est devant nous et elle est exaltante. Pour les jeunes philosophes, c'est à nous de le faire, d'arrêter de dire qu'il faut le faire et de le faire. Voilà. Donc ça me paraît extrêmement important. Si on s'approprie cet outil, on sera mieux armé sur le terrain de l'histoire, sur le terrain de l'économie, et aussi, je le dis ici, s'il y a des personnes, des camarades qui travaillent dans le domaine des sciences exactes, ou des sciences mathématiques, des sciences physiques, cosmologiques, et ainsi de suite, eh bien, on sera plus armé aussi de ce terrain-là. On ne tombera jamais dans les fausses oppositions entre ce qui est continu et ce qui n'est pas continu, entre le fini et l'infini, entre la matière et l'énergie, entre la matière et l'antimatière. On ne tombera pas dans les pièges qui vous font dire que, par exemple, ah, voilà, alors là, il y a de l'antimatière, donc c'est pas de la matière, et donc, évidemment,
c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être d'autre que la matière? Eh bien, face à la matière, c'est l'esprit. Et donc, voilà, on va retrouver le petit Jésus tout nu toutes les 5 minutes, y compris quand on fera de la physique quantique ou quand on fera de la cosmologie, en s'imaginant qu'on est devant la création avec un grand C, etc., etc. Voilà à quoi ça peut aider très concrètement. Hein. Alors ça, je ne vais pas le développer plus que ça. Le deuxième point, c'est la question du patriotisme et de l'internationalisme. Ça me paraît une question stratégique, idéologiquement aussi, pour pouvoir combattre d'un point de vue, d'un point de vue pratique et politique la fascisation en cours. C'est quand même ce qui s'impose à nous. On n'a pas envie que le pays de 1789, le pays de la Commune de Paris, le pays du CNR, finisse par être le pays d'un Z qui ne veut même pas dire Zorro, hein, bon, ou de MLP, ou je ne sais trop qui. On n'a pas envie que ce pays, en plus, sous prétexte qu'il y a des aides par-ci et des aides par-là, tombe dans les pattes, et surtout des aides au grand capital, hein, soit dit en passant, je ne peux pas le manquer celui-là, tombe éternellement dans les mains de Pécresse ou de Macron qui se servent des autres comme de repoussoirs pour faire passer en réalité des choses de plus en plus graves, y compris sur le terrain des libertés. Ce n'est pas la peine, je pense ici, vous êtes un public averti, que je détaille les 13 lois liberticides en 12 ans qui ont été mises en place entre la période Sarkozy et le début de l'ère Macron. Et depuis, il y en a eu encore je ne sais combien, je ne les ai même plus comptés. Bon, donc, comment faire pour combattre ça? Tout le monde se pose la question, et il ne suffit pas, je crois, de dire l'extrême droite, manifestons contre l'extrême droite, même s'il faut le faire. Personne ne dit qu'il ne faut pas le faire. C'est une condition nécessaire. Mais ce n'est évidemment pas une condition suffisante, car l'extrême droite est plus un produit qu'un acteur, qu'un sujet. Bien sûr, au bout d'un moment, quand elle est forte, elle devient elle-même un acteur et un sujet, mais au départ, elle est surtout le produit de cette fascisation permanente qui ne vient pas d'elle spécifiquement, qui vient du pourrissement du système capitaliste, qui vient du pourrissement de l'oligarchie capitaliste elle-même, du fait qu'elle n'a plus de projet pour la société, du fait qu'elle n'a plus qu'un seul projet, c'est durer, tout en continuant à ramasser le plus de profit possible dans le temps le plus court possible. Ce qui n'est pas quand même un projet exaltant pour des millions et des milliards d'êtres humains, avec notamment comme perspective la destruction du climat, la destruction de la biodiversité, et ainsi de suite. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'aller chercher les thèmes écologiques en dehors du marxisme, ils sont dedans depuis le début. Hein. N'oubliez pas que Marx disait déjà dans le Capital, je résume sa pensée, en substance, il disait que le capitalisme ne produit la richesse qu'en épuisant ces deux sources, la terre et le travailleur. La terre et le travailleur, les deux. Hein. Donc c'est dans le marxisme, c'est pas la peine d'aller chercher ça à l'extérieur en disant il faut ajouter à Marx une bonne couche de vert et ainsi de suite. Le vert naît du rouge même quand on n'est pas daltonien. Alors cela étant, si l'on peut dire, comment faire pour penser d'une façon plus intelligente, disons-le, le rapport entre le patriotisme et l'internationalisme? Je dirais qu'il faut tout bonnement d'abord être matérialiste, et c'est pour ça que j'ai d'abord parlé du matérialisme dialectique, et être matérialiste en politique, c'est d'abord poser des bases de classe. C'est partir du fait qu'il y a une lutte des classes. Et si on vous pose la question, êtes-vous pour ou contre la nation? Eh bien, refusez de répondre avant qu'on vous ait précisé de quelle nation parles-tu au juste. Hein. Et s'il est question, évidemment, de la nation telle que l'entend Éric Zemmour, si possible avec le minimum de musulmans possible, et s'ils ne le comprennent pas tout seuls, avec des reconduites à la frontière avec la police, etc., cette nation-là n'est pas la mienne. Ni, je pense ici, parce que si vous avez vu que c'est un café marxiste, je pense quand même que vous avez choisi un peu votre lieu, ni la vôtre. Hein. En revanche, eh bien, la nation que chante Jean Ferrat dans sa magnifique chanson « Ma France », oui, bah c'est mon pays, et je l'avoue pour mien. Elle le répond toujours du nom de Robespierre, dit la chanson, elle dit « Ma France, la France des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle dont M. Thiers a dit qu'on la fusille, ma France ». Voilà. Donc voilà la France que nous défendons, mais nous la défendons aussi comme France, avec un héritage qu'elle a derrière elle. Nous portons ce patriotisme-là, et nous le portons sur des bases de classe, c'est-à-dire avec la perspective de faire en sorte que, comme le dit la phrase célèbre du manifeste communiste de Marx,
les prolétaires n'ont pas de patrie, mais dans la même phrase, Marx ajoute les prolétaires doivent devenir la nation. Donc, ils ne le sont pas encore, mais ils peuvent acquérir une nation. Et c'était ce qui était arrivé, par exemple, aux prolétaires russes, quand leur pays est devenu l'Union soviétique, elle était devenue leur pays. De même que quand la RDA a cessé d'être la Prusse nazie, avant 1945, elle est devenue la République démocratique allemande, les travailleurs allemands de cette partie de l'Allemagne ont eu un pays et l'ont perdu. Il y a même une belle chanson de je ne sais quelle chanteuse allemande qui s'appelle Ich hatte ein Land, j'avais un pays. Après l'annexion en 1991, le pays a été perdu. Ich hatte ein Land, je crois, mais peut-être que je me trompe, ou ein Vaterland peut-être. J'avais une patrie, je ne me rappelle plus exactement quel est le libellé de cette phrase. Donc, nous n'avons pas, nous communistes, ici à nous excuser d'être des patriotes républicains, d'être des patriotes du peuple, peuple qui comprend naturellement, de notre point de vue, les travailleurs immigrés. Je n'ai pas besoin de le dire en ayant à côté de moi Gilda Guibert, dont le père s'appelle Landini et qui a été l'un des officiers de la FTP-MOI, franc-tireur et partisan de la main-d'œuvre immigrée. Manouchian, tout le monde connaît l'affiche rouge, Manouchian et ainsi de suite. Tous ces gens-là qui sont morts en criant « Vive la France » et Manouchian qui écrivait dans sa dernière lettre qu'il mourait en soldat de l'armée régulière française. Tout en précisant, bien sûr, autre phrase magnifique, dis-le toi. Je n'ai aucune haine en moi contre le peuple allemand. Voilà, je meurs sans haine en moi contre le peuple allemand, par exemple. Ça n'empêchait pas. Lorsque Jean-Pierre Timbaud meurt à Chateaubriand, eh bien, quand il meurt, il crie « Vive le Parti communiste allemand ». Pour autant, c'est un patriote français qui peut nier ça. Voilà, donc nous sommes les héritiers de cela. Nous sommes les héritiers aussi de la Commune de Paris, dont bien souvent dans les milieux gauchistes, on efface le caractère patriotique. Alors que, rappelez-vous quand même que la Commune de Paris a commencé parce que les Parisiens ne voulaient pas rendre les canons de la garde nationale, ils voulaient se battre contre les Prussiens, alors qu'au contraire, les Versaillais voulaient ouvrir Paris à Bismarck. Et que c'est au contraire, alors maintenant je passe de l'autre côté, voyons-le, le nationalisme, maintenant, ce que je n'appelle pas le patriotisme, mais le nationalisme bourgeois, le nationalisme réactionnaire, le nationalisme raciste, le nationalisme xénophobe. Eh bien, voyons-le, c'est celui donc des dominants qui, eux, se servent de la nation, non pas évidemment pour construire la nation. Ils n'en ont rien à faire, ils la construisent quand ça les sert, ils la détruisent, comme aujourd'hui, quand ça les dessert, et qu'il faut construire le grand empire européen, mais ils l'utilisent surtout pour diviser le peuple. Ils l'utilisent pour marginaliser notamment les travailleurs venus d'ailleurs. Comme si d'ailleurs la société française, la nation française, n'était pas elle-même une nation fondée par des siècles d'immigration. Y compris les Gaulois, si on remontait à eux, sont des immigrés, dans une certaine mesure. Ils sont arrivés en Europe. Il y avait déjà des gens avant. Et ainsi de suite. Bon, enfin, passons. Nous sommes un Finistère. La France est par excellence un Finistère, parce que c'est un endroit où on se heurte à l'Atlantique, quelque part, aux Pyrénées, et ainsi de suite. Et donc, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est toujours cela qui a été utilisé. Alors, tantôt contre les Juifs, à une certaine époque. En ce moment, c'est principalement contre, entre guillemets, les musulmans. Ce qui n'empêche pas, vous le voyez bien, et c'est le critère de classe qui fonctionne seulement, Emmanuel Macron d'aller vendre des armes en Arabie Saoudite à un boucher patenté. Là, ça ne le gêne absolument pas. Il n'y a aucun problème. Et de faire en sorte que Paris Saint-Germain soit la propriété de je ne sais plus quel émirat, ce n'est pas gênant non plus, etc., etc. C'est le fric ici qui compte. Autrement dit, regardez le contenu de classe. Ce n'est pas par conséquent le patriotisme qui s'oppose à l'internationalisme. C'est un certain patriotisme, celui des capitalistes, ce que j'appelle le nationalisme, qui va très bien, au contraire, avec ce que la tradition marxiste appelle le cosmopolitisme capitaliste. C'est-à-dire le fait que dans le monde capitaliste, eh bien, il y a une très grande fraternité, proximité, par exemple de la jet set.
Hein, tous ces gens de la jet-set, ils se voient sans arrêt, ils émigrent sans arrêt. Là, ils ne parlent pas d'écologie, ils sont toutes les 5 minutes. D'ailleurs, le nom le dit bien, les jets, hein, en train de prendre l'avion pour aller dans les endroits où on s'amuse, hein, selon les moments. Bon, et regardez, moi je suis né à Monaco, alors la jet-set, je l'ai toujours eu sous les yeux. Hein, et quand on me disait, il y avait des gens qui me disaient, mais il n'y a pas d'argent pour payer les retraites, je leur disais, vous regardez, mais ouvrez la fenêtre, regardez le port, hein, et comptez les yachts, il n'y a pas d'argent. Non, mais vous plaisantez. Bon, il y en a 10 de plus que l'an dernier, déjà. Ils font 30 mètres. Bon, enfin, passons. Il y a ici ce cosmopolitisme de la grande bourgeoisie qui va très bien avec le nationalisme bourgeois. Le nationalisme bourgeois lui servant d'exutoire. D'ailleurs, regardez notre magnifique Europe. Elle est magnifique. Alors, d'un côté, elle est supranationale, donc on ne veut plus de nation. Ça donne un petit côté international. Bon, voilà, l'ouverture, etc. Et de notre côté, regardez de quoi elle est de plus en plus constituée, avec les frères Kaczynski en Pologne, c'est-à-dire des réacs nationalistes finis, avec, j'en parlais tout à l'heure, les Ukrainiens qui vont peut-être rentrer, avec les pays baltes, hein, où les travailleurs russophones, qui forment 40% de la population, sont des citoyens de seconde zone, voire ne sont pas des citoyens du tout, hein, ou la Hongrie, où, là encore, Orban et compagnie, effectivement, et ces gens-là, je vous le fais remarquer, ni les Hongrois, ni les dirigeants hongrois, ni les dirigeants polonais ne parlent jamais une minute de sortir de l'Union européenne. Ils y sont très bien. C'est la maison commune des fachos. Voilà, il faut quand même le dire d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez regarder aussi ce qui se passe dans les pays occidentaux voisins, où l'Italie n'est pas belle à voir en ce moment. Hein. La France n'est déjà pas belle à voir, mais l'Italie non plus. Et en Espagne, regardez également ceux qui montent. L'ancien parti franquiste montre les dents, un peu partout. Voilà, donc ne soyons pas dupes de tout cela. Bref, quand on est dialecticien, on n'oppose pas le matérialisme le patriotisme à le mondialisme ou l'internationalisme. Hein. On demande à voir le contenu de classe. On demande à voir ce qu'il y a dans la bouteille, pas seulement l'étiquette, si l'on peut dire. Et après, on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui s'oppose en termes de classe, ce n'est pas le patriotisme à l'internationalisme. Ça, c'est ruineux. Si on tombe là-dedans, on fait le jeu à la fois, je dirais, de Zemmour et d'un certain anarchisme un peu, infantile. Les deux marchent très bien ensemble. Les uns disent « vive le drapeau rouge » ou le drapeau noir, peu importe, à bas le drapeau tricolore. Et les fachos disent « ça tombe très bien parce que nous, le drapeau rouge, on n'en veut pas. Et on garde le drapeau tricolore pour nous. » Et ensuite, effectivement, on fait cadeau aux fascistes du symbole numéro 1 de la nation, dans lequel se reconnaissent, qu'on le veuille ou non, à peu près, peut-être pas 100% de la population. Je sais qu'il y a des doutes dans une partie de la jeunesse, et ainsi de suite. Mais bon, une grande majorité de la population, il suffit de voir quand il y a la France en finale de la Coupe du Monde, quel est le signifiant. On peut trouver ça bête, mais on est des politiques. Et on se sert aussi des symboles en politique. Les symboles, ce n'est pas rien. Quand on dit c'est purement symbolique, c'est purement symbolique. Mais les symboles, c'est tout. D'une certaine façon, les symboles résument les camps à un certain moment de l'histoire. Voilà, tout à l'heure, d'ailleurs, Gilda a admirablement parlé de la Marseillaise. Dans l'histoire, effectivement, du Parti communiste français, un grand moment d'innovation théorique, politique, ça a été l'Osco Meeting de 1935 qui se tenait au stade Buffalo et qui fut le véritable acte de naissance du Front populaire. Eh bien, Jacques Duclos a lancé la Marseillaise avant de chanter l'Internationale. Et lorsque, effectivement, donc, les deux drapeau rouge et drapeau tricolore, ont été unis et l'ont été dans toutes les manifestations importantes du Front populaire. On les voit, hein, il suffit de regarder les documents de l'époque. Ils sont au début de toutes les manifestations et ce n'est pas des petits drapeaux comme ça, hein, c'est des étendards de 4 mètres de haut. Hein. Bon, donc, il faut se réapproprier tout ça, sinon on n'est pas sérieux. Sinon, on laisse se mettre en place une autre politique des deux drapeaux dont on ne parle jamais, c'est l'alliance du drapeau tricolore, mais alors à ce moment-là avec un contenu purement nationaliste et fascisant, et du drapeau européen, sous la domination du drapeau européen. Je vous donne encore un simple exemple pour être extrêmement concret. Déjà dans les années 90, avec mes camarades de la coordination communiste de l'époque ou du comité Honecker, nous nous rendions à Châteaubriand, où ont été donc fusillés un certain nombre de martyrs communistes et cégétistes, la carrière de Châteaubriand, donc, qui se trouve en Loire-Atlantique. Et donc,
nous allions là-bas pour honorer nos martyrs avec les 2 drapeaux de leur propre combat. Et soudainement, en 1997, lorsque certains ministres, entre guillemets, communistes, je mets communistes entre guillemets avec 3 points d'exclamation derrière, sont entrés au gouvernement, c'est-à-dire Marie-Georges Buffet, nommons-les. Hein, Marie-Georges Buffet, dont l'œuvre immortelle au gouvernement aura été d'interdire le dopage dans le Tour de France, ce qui est quand même quelque chose d'historique, effectivement. Deuxièmement, Jean-Claude Guessot, qui a poursuivi la politique de casse de la SNCF quand il a été ministre, et qui a collaboré aussi à la privatisation d'Air France en tant que ministre des Transports. Et la troisième, dont tout le monde a oublié le nom, ah si, Michel de Messine, secrétaire au tourisme, hein, bon, dont l'attaché de presse pendant 5 ans était, devinez qui ? Fabien Roussel, absolument. Voilà, donc il faut quand même dire que ces gens-là sont mouillés jusqu'au cou pendant toute une période dans les privatisations de cette époque, dans la politique aussi de mise en place de l'euro, puisque c'est le gouvernement Jospin qui a mis en place le funeste euro, qui a gravement dégradé le pouvoir d'achat des salariés et qui a étranglé encore davantage les services publics et ainsi de suite. Et enfin, bien entendu, la marche à la Constitution européenne qui est arrivée juste derrière. Alors tout cela, il faut l'avoir vraiment présent à l'esprit, et on se rend compte à ce moment-là qu'il faut s'appuyer sur ces 2 drapeaux si l'on ne veut pas tout bonnement faire en sorte que les eurodislocateurs, drapeau bleu frappé des étoiles, hein, drapeau, soit dit en passant, comme vous le savez sans doute, voilà, le drapeau européen, c'est le drapeau de la Sainte Vierge frappé des 12 étoiles des apôtres, hein, parce que sinon, demandez donc un peu aux européistes pourquoi il n'y a pas 27 étoiles sur le drapeau, parce qu'au début, moi je croyais aussi benoîtement, je n'avais pas compté, que chaque étoile représentait un État, pas du tout. Il y en a toujours 12, parce que ce sont les 12 étoiles des apôtres. Hein, voilà. Donc voilà le drapeau qu'on nous demande d'honorer à nous, république soi-disant séparée de l'Église, hein, par la loi de 1905. On ne doit pas laisser ces 2 drapeaux aux mains de la réaction. Il faut arracher. Alors, sur le camp de Chateaubriand, sur la carrière de Chateaubriand, le drapeau tricolore, à cette époque-là, a été seul admis parce que l'armée venait rendre un hommage aux martyrs de Chateaubriand, et le drapeau rouge, lui, était interdit et reste interdit jusqu'à notre époque. Il faut chaque fois... Et les militants du PCF se joignent au CRS pour empêcher les drapeaux rouges d'entrer dans la carrière. Pendant ce temps, alors cette année, il paraît que ce n'était pas le cas, ça serait dans ce cas une victoire pour nous, une petite, mais enfin, c'est pas négligeable. Toutes ces dernières années, sur la carrière de Chateaubriand, flottait le drapeau tricolore et le drapeau européen. Ce qui là est une insulte. Une insulte. Ils ne sont pas morts en criant Es lebe groß Europa, vive la grande Europe, qui était alors le slogan, je le rappelle, des nazis, vive la grande Europe. Hein, bon, ils ne sont pas morts en criant ça, ils sont morts en criant vive la France, vive l'Union soviétique, la plupart du temps. Hein, ou vive Staline, hein, quelquefois, bon, parce que ben voilà, c'était la bataille de Stalingrad c'était à Stalingrad que ça se jouait, tout le monde le savait. Si à Stalingrad les nazis avaient gagné, eh ben Hitler s'était plié, il avait gagné la guerre. Et si au contraire les soviétiques gagnaient, eh bien il y avait un espoir de retrouver l'indépendance nationale pour le pays. Alors voilà sur ce point. Je finis par la résistance linguistique, pour ne pas trop vous lasser. Ce que j'appelle la résistance linguistique, alors c'est le combat peut-être qui paraît, à première vue, quand on n'est pas très politisé, encore un peu de politique éloigne du combat linguistique, beaucoup de politique en rapproche, ça paraît éloigné parce qu'on se dit, bon, on prend tellement de catastrophes dans la figure. Il faut défendre la paix, il faut défendre la démocratie, il faut défendre les retraites, il faut défendre la sécu, il faut défendre les emplois, etc. Alors la langue, hein, bon, les mots, ça passe après les choses. Spontanément, on a tendance à croire ça. Eh bien, c'est une erreur. Parce que les mots, il n'y a rien qui cristallise davantage les rapports de force entre les classes que les mots. Hein. Et quand on perd les batailles de mots, très vite, on perd les batailles d'idées. Et quand on perd les batailles d'idées, finalement, on perd les batailles matérielles sur les salaires, sur la sécu. C'est très concret pour finir. Tous, vous le savez déjà, et sans que je parle encore pour l'instant de l'anglais, vous savez déjà que dans votre pratique quotidienne de militant ou d'intellectuel critique, vous devez sans arrêt vous battre sur les mots
pour appeler les choses autrement que ce dont la bourgeoisie et ses médias vous somment de les nommer. Vous ne devez pas appeler réformes les contre-réformes. On dit « Ah, Macron est pour les réformes ». Donc, sous-entendu, ceux qui sont contre Macron sont des conservateurs. Lui, c'est l'avenir, vous, vous êtes le passé. D'emblée, si vous acceptez ce vocabulaire, vous êtes mort. Vous êtes battu d'avance. Il faut expliquer, il faut mettre le mot « contre-réforme ». Parce que vous employez vous-même le matérialisme dialectique, sans même peut-être toujours le savoir, et vous vous dites « Ah oui, cette réforme, qui sert-il? Quelle classe sert-elle » C'est ça la vraie question. Et si vous comprenez qu'en fait, elle sert l'oligarchie et qu'elle casse, qu'elle démolit les acquis des travailleurs, vous savez que c'est une contre-réforme et non pas une réforme. C'est là aussi, puisque nous fêtons cet homme admirable, car je pense que personne n'a battu son record dans l'histoire, qu'est Gorbatchev. Je veux dire son record de trahison. Hein, je pense le plus grand Judas de l'histoire, parce que, encore une fois, je cite les évangiles, dans l'évangile, au moins, après avoir vendu le Christ, Judas, prenant conscience de ce qu'il a fait, s'est pendu. Alors que Gorbatchev a demandé 2 fois de vodka. Bon, si vous voulez, il faut ici se rendre compte de ça. Eh bien, quand on a ce genre d'individu en face, il faut comprendre de quoi il est question. Lui, c'était un maître de ce que j'appelais déjà dans mon bouquin de 97, la novlangue. Parce que, figurez-vous que, on se demande pourquoi les communistes russes et pourquoi le peuple soviétique ne s'est pas défendu contre la contre-révolution. Mais on ne se demande pas comment il se fait aussi qu'il avait à sa tête un chef qui lui expliquait qu'il avait 2 adversaires. Sur sa droite, la droite réactionnaire, c'était Ligachev et Nina Andreeva. C'est-à-dire les communistes qui voulaient que le socialisme continue en Union soviétique, qui ne voulaient pas la contre-révolution. Alors eux, c'était des conservateurs et même des réactionnaires. Et donc, dans le vocabulaire officiel du PCUS dirigé par Gorbatchev, on appelait ça la droite réactionnaire. Et puis, il y avait la gauche radicale. Et qui était le chef de la gauche radicale? Vous le devinez, c'était Boris Eltsine. Voilà, Boris Eltsine, puisqu'il était pour le changement. Donc, le changement, c'est à gauche. Hein, et donc, à partir de là, eh bien, les ouvriers pouvaient se dire avec une boussole comme Gorbatchev qui indiquait tout le temps le sud, si vous voulez, ou plutôt tout le temps l'ouest, en réalité. Hein, eh bien, forcément qu'ils étaient désorientés, les malheureux. Et que donc, eh bien, pour eux, des ouvriers en masse à Moscou ont voté pour Eltsine en croyant que c'était la gauche. Hein, et que donc c'était plus de socialisme et ainsi de suite. Alors que, bien sûr, s'il s'agissait là d'un mensonge grossier, je me suis efforcé de lire le livre écrit par Gorbatchev, ou plutôt par les gens qui lui ont tenu la plume à l'époque. Hein, et ce livre se terminait par le mot « propriété privée ». C'était les 2 derniers mots du livre. Bon, donc on pouvait quand même savoir à peu près où voulait aller Eltsine depuis le début. Donc on se bat sur les mots, c'est essentiel. Et alors, tout ça n'est rien en comparaison, effectivement, de ce qui est en train de déferler sur toute l'Europe et sur la France en particulier, c'est-à-dire ce que j'appelle le tout globish. Le tout globish, c'est quelque chose que peut-être, spontanément, et surtout quand on est jeune, on peut poser comme étant une nécessité de l'époque. Il faut parler des langues étrangères, et l'anglais est parlé partout, donc c'est utile. Mais je ne vous parle pas de l'anglais, je vous parle du tout anglais. Je serais tout autant opposé, en tant que communiste, en tant qu'anti-impérialiste, au tout français. S'il devait y avoir une politique imposant le français à tous les peuples du monde, il faudrait la combattre, même en étant français, et encore plus si l'on est français, peut-être. Et si l'on est français communiste, évidemment. Non, je vous parle ici d'une politique du tout anglais, au sens totalitaire du terme, totalitaire pas au sens de cette équation imbécile-là, oui. Communiste égale fasciste, Union soviétique égale totalitaire, au sens de politique despotique qui impose une seule langue, comme disait Hitler, quoi, hein, un seul peuple, une seule nation. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un slogan là, Ein Führer, Ein Volk, et puis je ne sais plus quel... Ein Reich, voilà. Bon, effectivement, eh bien, une seule langue, ça veut dire langue unique, derrière une seule pensée unique. Derrière la pensée unique, quoi? Eh bien, une seule économie, le néolibéralisme ou les politiques de privatisation, quoi, disons, pour parler vite. Et enfin, bien sûr, une politique unique, parce que depuis des années, on vous explique, bien entendu,
on ne peut faire qu'une seule chose, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'était la phrase clé de Thatcher. Hein. Et par conséquent, s'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de révolution possible, et ainsi de suite. La perspective historique est bouchée, obturée. On cuit dans notre propre jus, et étonnez-vous que lorsque les tensions sociales montrent, s'il n'y a pas de perspective, s'il n'y a pas d'ouverture, eh bien ça aille à la fascisation. Quand on cuit dans son propre jus, ça s'appelle l'aigreur, ça s'appelle la haine, ça s'appelle la rancune. Ce sont tous les sentiments négatifs, détestables, qui prennent forcément le dessus. Donc, cette politique-là, eh bien, elle existe. Elle n'est pas simplement tendance. Ne croyez pas que l'anglais, ce soit simplement tendance, que ce soit, enfin l'anglais, que le tout anglais, corrigé si je dis l'anglais, que ce soit simplement ludique. Alors, c'est ludique parce que, bon, voilà, ils savent y faire, quoi. Hein, ils savent y faire. C'est l'hégémonie culturelle dont je parlais tout à l'heure. Il faut que les personnes dominées, que les personnes exploitées consentent à leur propre domination. C'est ce que Kluskar appelait le capitalisme de la séduction. Hein. C'est le fait qu'on fait passer, en gros, le discours de l'ennemi par le plaisir, par le désir, par la chanson, par le cinéma, par les publicités, par mille choses de ce genre, hein, les façons de vivre d'une manière générale. Et que de cette façon-là, évidemment, on lève les défenses immunitaires. Il n'y a plus de défense immunitaire parce qu'on a l'impression que ça vient de nous. Notre pensée, notre corps, notre esprit ne voit pas que ça ne vient pas de nous. Alors que, par exemple, quand on décide à la SNCF que désormais les TGV s'appelleront Ouigo, hein, ou Inouï, et vous entendez bien que le oui qui s'écrit OUI pour faire passer la pilule, c'est le WE en réalité. Bon, bien évidemment. Et quand, si vous voulez, donc la Poste, par exemple, décide que sa banque jeune s'appellera Ma French Bank, si vous voulez, BANK, et ainsi de suite. Alors tout ça, dans un premier temps, ça suscite effectivement l'hilarité, et puis dans un deuxième temps, on s'aperçoit que c'est grave. On s'aperçoit que c'est grave parce que ça déstructure, ça casse, ça démolit le français dans ses structures les plus profondes, petit à petit, et que après, eh bien, on ne peut plus dire trois mots sans dire yes, on ne peut plus dire trois mots sans dire ok. Vous remarquerez que d'ailleurs, comme par hasard, ce sont les mots de l'approbation qui passent le plus, pas ceux du refus. Nous continuons tous à dire non, personne ne dit non. Mais nous disons yes et nous disons ok toute la journée. Et ce sont les mots du consentement. Et il ne faut pas consentir, justement. C'est toute la question. La résistance, c'est de ne pas consentir, de dire non, comme on a dit non en 2005 à la Constitution européenne. Le refus, si vous voulez. Voilà, alors, il me semble que c'est extrêmement important. Je ne vais pas épiloguer, je vous dis simplement que cette politique du tout anglais, elle prend aujourd'hui un tour extrêmement, comment dire, maintenant officiel, hein, puisque dans les 3 derniers mois, le parquet européen, la Cour européenne des comptes et la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, ont décidé que la seule langue de ces 3 institutions serait l'anglais. Et pour ce faire, ils se sont copieusement assis sur les traités européens. Alors je ne suis pas un homme qui défend tellement les traités européens, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, si vous voulez, mais lorsqu'il y a quelques points d'appui dedans, ça serait idiot de les négliger. Or, ils disent tous qu'il faut que l'Union européenne respecte la personnalité de chacun des pays et que la langue est un élément central de la personnalité d'un pays, bien évidemment. Bon, ils s'assoient dessus parce que qu'est-ce qu'ils ont en tête? Biden, faisons de la politique, faisons de la géopolitique. Biden vient de battre Trump. Hein. Qu'est-ce qui va revenir avec Biden? Quelque chose qui avait été mis de côté lorsque Mme Merkel et Trump étaient à couteau tiré. Le TAFTA. Hein. Bon, on a eu droit au CETA, là c'est un peu moins voyant, c'est avec le Canada, c'est un peu petit morceau, mais le TAFTA va revenir en force. Biden, c'est la part, comme on dit, mondialiste du grand capital américain. En Allemagne, regardez comme les planètes sont alignées, c'est magnifique tout ça. Hein. Maintenant, c'est plus Merkel, c'est un gouvernement où les Verts ont un rôle important, eux aussi ils sont mondialistes, etc., etc. Bon, voilà, tout ça va revenir. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a la mise en place du grand marché unique, alors européen il existe déjà, mais du grand marché unique transatlantique, comme ils disent. C'est ça le TAFTA, hein. Le T, ça veut dire transatlantique. Et donc, dans un grand marché transatlantique, il faut que d'une part, évidemment, soit totalement désegmenté
les échanges, donc effectivement que par exemple tout puisse être mis dans une seule langue, mais c'est excellent pour que les marchandises puissent circuler d'un bout à l'autre du dit grand marché. Hein. Et deuxièmement, il faut aussi, et ça c'est vachement plus important pour la lutte des classes du point de vue des capitalistes, que l'emploi, le marché du travail soit désegmenté. Il faut que, mes camarades et amis, vous n'ayez plus des métiers ou des emplois, mais que vous ayez des jobs. Et il faut que vous ayez non plus des patrons, mais des boss. Hein. Et il faut que d'une manière générale, et puis écoutez bien la différence, ça ne dit pas la même chose, ce n'est pas les mêmes cultures. Quand je dis patron dans une société comme la nôtre, ça porte la contestation. Hein. Même quand on chante « Merci patron », la chanson des Charlots, elle est ironique. Elle est ironique. Quel plaisir de travailler pour... Et à la fin, ça se termine. Quel plaisir pour travailler pour nous. Hein. Vous serez heureux comme un fou. Ils pensent presque... Cette chanson, elle est bête, si vous voulez, mais spontanément, le mot patron la tire vers la révolution, quelque part. Si vous dites « mon boss », mais c'est presque affectueux, vous allez l'embrasser sur la bouche dans la minute qui suit, si vous voulez. Et si vous dites « mon job », eh bien, un job, c'est quelque chose de jetable. Vous voyez, c'est quelque chose que... Alors que, bon, ça ne porte pas du tout les mêmes dynamiques que le métier. D'autant qu'en plus, je ne dis pas ici que l'anglais soit une langue plus bête que la nôtre. Je parle du globish. Hein, et le globish, effectivement, qui va réduire les significations à ce qui est intéressant en elle pour le grand patronat. C'est ça qu'il faut bien voir. Autrement dit, il y a là une immense manœuvre idéologique. Et deuxièmement, et surtout, plus importante encore, une énorme manœuvre économique et sociale. Imaginez-vous que demain, pour être employable, il faille que nous soyons tous globichisants. Ou que nous soyons même, comme on dit, English Mother Tongue, c'est-à-dire langue maternelle anglais. Alors, d'abord, énorme discrimination sur le marché du travail. Et je ne comprends pas que les gens qui viendront nous dire « Mais si vous défendez le français, vous êtes des racistes. » Mais c'est le contraire, nom de nom, qui est vrai. Imaginez demain ce qui va se passer pour les gens qui viennent d'Afrique francophone, du Maghreb, etc., dont le français n'est pas forcément toujours la langue maternelle numéro un, si vous voulez, qui peuvent être berbérophone, arabophone, wolofophone, je ne sais pas si ça peut se dire, wolophone, on va dire, ça marchera mieux comme ça, et ainsi de suite, et qui, donc parlent le français, mais c'est déjà un peu une langue seconde, souvent. Et bien, on leur dit, quand ils arrivent ici, « Ah ben ouais, mais ça compte pas, mon pauvre ami, t'es complètement arriéré, maintenant, c'est en anglais. Hein. » C'est eux les principales cibles, dans une certaine mesure. Toute une masse de la population ouvrière devient inemployable, hein, ou devient employable, disons, d'une façon extrêmement... comment dire, d'une manière qui la fasse souffrir. Savez-vous que ce sont les cadres, c'est le syndicat de cadres CGC qui le premier a levé le drapeau de la révolte contre le tout anglais, parce que c'est les cadres qui souffraient le plus de ça. Éventuellement, par exemple, vous êtes ingénieur, vous avez déjà des trucs compliqués à mettre en place sans arrêt, et en plus, toutes les notices sont en anglais, toutes les directives sont en anglais, tous les règlements sont en anglais. Et vous passez autant de temps à traduire, avec un dictionnaire à côté de vous, et ainsi de suite, qu'à faire proprement votre travail. Alors que, regardez un peu ce qui se met en place, hein, donc toute la partie basse, en quelque sorte, au sens salarial du terme de la population, est éjectée, et par contre, eh bien, les anglicisants première langue maternelle deviennent donc immédiatement employables. Vous imaginez un peu ce que ça peut signifier, c'est de la préférence nationale. C'est de la préférence nationale à l'envers. C'est quand même assez extraordinaire. Hein, c'est-à-dire qu'un cadre australien ou néo-zélandais devient d'un seul coup plus employable qu'un cadre français qui baragouinerait le globish, mais pas le globish mother tongue, pas le English mother tongue, hein, langue maternelle anglais, quoi, en quelque sorte. Parce que vous ne parlerez jamais assez bien l'anglais pour le parler comme des natifs. Vous comprenez bien que là, vous êtes battu d'avance, hein, quel que soit votre niveau. Et surtout, du seul fait de passer à cette langue unique, et ça va à toute vitesse, hein, si les institutions européennes basculent derrière, fatalement, mais même dans 5 ans, allez hop, je vous fais le pari, dans 5 ans, l'anglais devient langue auxiliaire officielle en Allemagne, en Italie, en France, etc., comme elle l'est déjà en Irlande, et c'est comme ça qu'elle a d'ailleurs eu la peau du gaélique, de la langue nationale irlandaise. Donc à partir de là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passera? C'est que, bon, eh bien, les appels d'offres pour un emploi seront transatlantiques.
viseront l'ensemble du monde parlant anglais. Et pour un emploi, vous n'aurez plus 10 concurrents, comme en France actuellement, quand il y a du chômage, les patrons sont les maîtres parce qu'il y a plus de demandeurs d'emploi que d'offreurs d'emploi. Donc, dans le rapport d'offre et de la demande, qui est un rapport de force, le patronat en période de chômage est gagnant. Mais si c'est à l'échelle quasiment mondiale, alors là, c'est plus ce n'est plus 10 personnes pour un emploi, ça sera 1000. Eh bien, imaginez ce que ça va donner pour les salaires. Imaginez ce que ça va donner pour les conditions de travail. Imaginez ce que ça va donner pour la protection sociale, par exemple. Alors là, oui, on peut parler de la grande réinitialisation. Surtout si vous ajoutez à ça que, bien sûr, c'est pensé avec la numérisation intégrale des emplois. Mettez en même temps le tout anglais et le tout numérique, et vous allez avoir des ravages, mais alors sans précédent, sur le terrain de l'emploi, sur le terrain des salaires, sur le terrain de la protection sociale, et ça a commencé. Voilà, donc les communistes, les progressistes doivent être les premiers à porter cela. Alors pas à le porter d'une façon évidemment nationaliste. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de défendre le tout français, il ne s'agit pas seulement même de défendre le français, il faut défendre aussi l'italien en Italie, l'allemand en Allemagne, car l'Allemagne est le pays peut-être qui en ce moment casse le plus sa langue. Plus que nous encore. C'est Volkswagen qui, le premier, est passé au tout anglais dans les relations de travail. Et Renault a suivi, Peugeot a suivi. Mais c'est quand même de l'Allemagne que ça vient. C'est le président allemand, c'est plus celui qui est en fonction maintenant, c'est le précédent, qui avait dit dans une allocution en s'adressant aux Allemands qu'il fallait qu'ils comprennent que pour que l'Allemagne soit compétitive à l'échelle mondiale, l'anglais devait devenir la seule langue de travail. La seule. Et que donc il fallait, alors après, pour faire passer des phrases à la con, du style « gardons la langue maternelle pour la magie du foyer ». Alors voilà. Alors, travail, patrie, travail, famille, mais pas patrie, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose dans ce style. C'est désastreux. Et moi, je vous le dis, en tant qu'internationaliste, j'ai aussi mal au cœur quand je vais en Allemagne, quand je lis des revues allemandes, ou des revues comme le Spiegel, même, qui ne sont pas le pire, hein, qui sont truffées de globish, quoi. Il y a du globish à toutes les lignes. Mais pourquoi j'ai appris l'allemand? Non, à la fin. Vous voyez, il y a un côté ici profondément ridicule. C'est la langue de Kant, de Hegel, de Marx, de Brecht, etc. Hein. L'italien, bon, l'italien porte toute la musique des 16e, 17e, 18e siècles, et ainsi de suite. Bon, voilà. Si on laisse perdre ça, je termine là-dessus pour ne pas vous gonfler trop longtemps, c'est qu'on ne comprend pas du tout le lien qui doit être fait entre la diversité linguistique et la culture. Il est de même nature que le lien qu'il faut faire entre la biodiversité et la nature. On explique tout le temps avec justesse que si la biodiversité s'écroule, eh bien l'environnement humain sera terriblement dégradé, qu'une société dans laquelle des millions d'espèces disparaîtraient deviendrait une société inhumaine aussi. Et on peut dire aussi, deuxième chose, que si effectivement la diversité des langues disparaissait, il n'y aurait plus non plus de langue véritable, pas plus que s'il n'y avait plus qu'un sexe, il n'y aurait plus de sexe. Vous voyez, c'est un peu comme ça. 1 égale 0. Les mathématiciens me comprendront, le nombre commence à 2, peut-être même à 3, d'une certaine façon. Et donc le mot de la fin, c'est la phrase de l'italien Umberto Eco, grand écrivain silanais, hein, grand écrivain européen, qui ne pas du tout... s'il y a un Européen, c'était vraiment Umberto Eco. Au bon sens du mot européen, le mot européen n'est pas forcément négatif. Hein. Eh bien, il disait que la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est magnifique, ça, non? Ça veut dire que c'est le lien entre les différentes langues qui s'échangent les unes avec les autres, et non pas la langue unique qui les détruit toutes. Voilà, j'ai fini. Alors bon, j'ai eu du mal à me faire comprendre, hein, mais c'était voilà pour faire un petit peu de publicité. Bon, c'est celui qu'on a là. Je ne sais pas si tu as un des tomes des Lumières communes. Tu as les 5, parfait. Donc n'hésitez pas, les 5 volumes sont là. Et là, on a donc, et ça vraiment, ça se lit comme un roman. Ah, ouais. Menteuse. Voilà. Mentirosa.